Voilà, on va tout de suite entamer cette table ronde intitulée « Si on peut avoir un peu de silence dans la salle ». Il y a des gens qui sortent, sortez, vous avez tort parce que ça va être bien. Et les gens qui rentrent, prenez place et installez-vous rapidement. Table ronde intitulée « L'entreprise HLM, demain, ses valeurs, ses missions, ses parties prenantes ». Alors, les entreprises HLM ne sont sans doute pas des entreprises tout à fait comme les autres. Cependant, elles doivent aussi s'adapter aux mutations économiques que nous vivons. Et si on devait résumer cette table ronde en deux questions, on pourrait se demander d'abord quelles valeurs doivent porter les entreprises HLM et puis comment manager une entreprise HLM aujourd'hui. Je vais d'abord vous présenter évidemment les personnalités qui vont répondre à ces questions. Alors, Bruno Arcadipane ne peut pas être avec vous, mais il est remplacé par Jean-Baptiste Dolcy, qui va lever la main pour qu'on le repère bien. Voilà, au milieu. Jacques Brenaud, président de l'Institut de la RSE. Karine Lascol, directrice générale de Domanis, vous êtes le principal bailleur social de Lyon. Frédéric Chéreau, maire de Douai, administrateur du bailleur social Maison et Cité. Et puis Véronique Momal, vous êtes la directrice clientèle ICF Habitat La Sablière, présidente du club Innovation et Management. C'est un collectif, si on doit résumer, de dirigeants qui réfléchissent aux impacts de métiers de service aux clients, mais aussi impacts sociaux et environnementaux. Et puis Jérôme Barthélémy, qui est professeur à l'ESSEC Business School. Et si je termine par vous, c'est que vous allez commencer, on vous a demandé de nous faire un petit exposé introductif d'une dizaine de minutes pour nous rappeler peut-être que dans ce monde en transformation, en mutation, on le dit, on le répète, les entreprises ont de nouveaux défis à relever si elles veulent tout simplement rester dans la course. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Donc, je vais vous faire une petite introduction, alors courte, une dizaine de minutes. Il me faudrait plutôt une journée, en fait, mais pour que faire dans un monde en profond bouleversement, pas forcément dans le secteur HLM, de manière générale. Alors, quel que soit le secteur, les bouleversements, il y en a beaucoup. Je vais prendre un exemple pour commencer. Des entreprises qui dominaient leur secteur, par exemple une entreprise appelée Vidéo Futur, la chaîne de vidéoclub, là pour vous divertir, toutes ces entreprises disparues. Donc il y a beaucoup de disruptions, beaucoup d'entreprises qui souffrent, qui disparaissent. La question que se posent souvent les dirigeants, c'est qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour éviter ça. Et pour introduire ce propos, je vais vous montrer un peu l'approche qui a été utilisée par un des dirigeants peut-être réputé avoir été un des meilleurs dirigeants qui ait vécu, on va dire, ces dernières années. Andy Grove. Alors, qui est Andy Grove? En fait, c'est un Hongrois qui avait émigré aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale et qui avait dirigé pendant des années une entreprise Intel, connue pour cet ouvrage qui avait vraiment marqué « Seuls les paranoïaques survivent ». C'était pas vraiment un tendre. Comme avait dit un de ses collaborateurs, travailler avec lui, c'est comme se faire arracher une dent sans anesthésie. Donc c'était plutôt à la dure, mais il a assez bien résumé la philosophie en fait à adopter quand il y a de l'incertitude dans l'environnement. Donc je la résume, c'est un peu brutal, c'est ce qu'il avait dit. Alors la première chose qu'il avait dite, c'était « Aucun d'entre nous dirigeants ne sait vraiment où il va. Personnellement, j'en ai aucune idée. » Le problème, en fait, comme il disait, les décisions n'attendent pas. On ne peut pas attendre de voir ce qui va se passer. Donc, il faut décider. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, quand l'environnement est en profond bouleversement? D'après lui, deux choses, en fait. Ce qui dit agir en fonction de ce qu'on pense être vrai et changer de cap le plus rapidement possible quand on se rend compte qu'on fait fausse route. Donc, ce qui est crucial, en fait, dans un monde comme celui qu'on vit, avec beaucoup de bouleversements, il faut donner le cap, mais en même temps, toujours avoir ce stress. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Alors attention, ça, il ne faut pas le dire en fait à l'ensemble des collaborateurs, comme il le dit. Il ne faut pas que ça vous déprime. Si vous êtes trop déprimé, vous ne parviendrez pas à motiver vos collaborateurs. Donc il faut sentir cette incertitude, pas la formuler forcément directement, et il résume ça de manière assez brutale. Il dit finalement, en gros, ce qu'il faut faire, garder le moral, tout en étant parfaitement conscient qu'on n'a aucune idée de ce qu'on est en train de faire. Alors ça, c'est sa philosophie. Elle est un peu extrême. Le problème, effectivement, actuellement, dans plein de secteurs, alors ce n'est pas propre au secteur HLM, on est dans un flou absolument complet. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il y a une histoire bien connue que je vais vous raconter brièvement, d'une stratégie militaire assez classique, peut-être certains connaissent, c'est un bataillon de soldats français qui est en manœuvre dans les Alpes pendant la Seconde Guerre mondiale.
Au bout de quelques jours, le lieutenant qui commande le détachement demande à une patrouille d'aller voir ce qui se passe autour, en fait. Donc ils partent, il se met à neiger, ils ne reviennent plus, quoi. Ils ne reviennent plus. 2 jours, 3 jours, 4 jours, le lieutenant là, commence à paniquer. Au bout du 5e jour, la patrouille revient. Et le lieutenant demande aux soldats, mais comment vous avez fait pour revenir? Il dit, c'est assez simple, on est parti, il s'est mis à neiger, on était dans le brouillard, on s'est assis et on s'est dit, on va mourir sur place, quoi. Et après, ils disent, il y a un truc un peu particulier qui s'est passé. L'un d'entre nous a regardé dans sa poche, il a trouvé une carte, on a pris la carte et on est rentré. Quelle histoire, hein. Alors, le lieutenant dit, faites voir la carte, là. Faites voir la carte. Et là, il constate un truc, mais bizarre, ça. Ça, c'est pas une carte des Alpes, c'est une carte des Pyrénées. Alors, longtemps, je me suis demandé, mais c'est ça l'armée française, vous voyez, c'est quoi ce truc? Est-ce que c'est une histoire comme ça, sorte de fantasme? Pas forcément, hein. Moi, je suis plutôt chercheur à la base. Si je prends de la recherche, une recherche qui a été faite il y a quelques temps là, sur 200 entreprises, 31% d'entre elles, pas de cap en fait. Hein. Pas de cap. Le reste, 69%, un cap. Hein. Celles qui avaient un cap, taux de survie 2 fois plus élevé, taux de croissance 2 fois plus élevé, et ça, ce qui est plus intéressant, même si a posteriori, le cap qui avait été donné était totalement faux, quoi. Mais le pire, c'est de se dire, il y a de l'incertitude, on ne sait pas où on va, l'entreprise ne fait rien. Donc, la première recommandation que je propose, il faut donner un cap, même si ce n'est pas forcément le bon, mais surtout pas paniquer, dire il y a de l'incertitude, la réglementation et tout. Il faut y aller et ajuster au fur et à mesure. Hein. Alors, comment est-ce qu'on fait concrètement? Alors, pour passer, j'ai 3 points à vous présenter. Le deuxième, je vais sortir un peu du cadre de l'entreprise HLM. Je vais plutôt parler, si vous voulez bien, de poterie. De poterie. Alors, une histoire très célèbre, en fait. Un cours de poterie donné il y a quelques années, c'était dans l'université, enfin, une université anglaise, 2 groupes d'étudiants, d'élèves. Les premiers étaient notés en fonction de la qualité de leur poterie. Hein. L'idée, ils avaient une note de A s'ils avaient la poterie parfaite, de B si elle est moins bien, et ainsi de suite. Le deuxième groupe là, a été noté par mes collègues là, en fonction simplement de la quantité de poterie. Hein. Plus ils allaient en faire, plus finalement, ils auraient une note élevée. Alors la question que je voudrais vous poser, mais c'est difficile, là, vu la position que j'ai, c'est pas très interactif. À votre avis, qui a fait les poteries de meilleure qualité? Ceux qui étaient notés sur la qualité ou sur la quantité? Poser la question, c'est y répondre. Comme Alors la réponse, vous vous en doutez. Eh bien moi, c'est la première, évidemment, voilà. Ah là là, c'est totalement faux. Hein. Totalement faux. C'est le deuxième groupe. Vous voyez l'idée, en fait, quand on a demande avec une certaine incertitude, il faut donner le cap, mais au bout d'un certain temps, en fait, ça relève, c'est de l'expérimentation, en fait. Et plus on tente de choses, souvent à petite échelle, plus, in fine, on va trouver ce qui va vraiment nous sauver. Donc, c'est vraiment ce système. Alors, quand je parle de ça, parfois, dans les entreprises, on dit, attendez, mais un cours de poterie, là, vous exagérez. Parlez-nous un peu d'une grande entreprise française. Alors, j'ai réfléchi, j'ai trouvé une entreprise, je ne sais pas si vous connaissez, l'entreprise Renault. Renault, il y a quelques années, le cap qui avait été donné par l'entreprise, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début des années 2000, par le dirigeant, c'était, peut-être certains se souviennent, la montée en gamme. Les véhicules, Velsatis, Laguna, ou pour les vrais puristes, l'Avantime. Hein. Que des succès, oui, que des succès. Qu'est-ce qui a fait le succès ces dernières années de Renault? En fait, c'est une usine qu'ils avaient rachetée en Roumanie, Dacia, pour voir un peu ce que ça allait donner. C'est devenu ce qui s'appelle la gamme Entry, actuellement leur gamme la plus rentable. Hein. Donc le deuxième point que je vous propose sur ces 3 points, donc, il faut donner le cap, voir à peu près où on va. Ensuite, dans l'incertitude, c'est des expérimentations à mener dans toute l'entreprise, à petite échelle, voir ce qui marche, et en fonction, construire dessus. Alors ça se fait, c'est pas toujours évident. Encore un petit exemple peut-être. Il y a quelques années, une entreprise, c'est une grosse ETI française, à peu près quelques milliers d'employés, 3 ingénieurs vont voir le PDG de l'entreprise, ils disent on voulait travailler sur un projet, c'était une imprimante, c'est une imprimante 3D. Hein. Alors le dirigeant dit écoutez, allez-y, je vous donne 9 mois pour développer ce projet. Donc les 3 ingénieurs travaillent d'arrache-pied là, les 9 mois. Au bout de 9 mois, ils sortent le produit. Ils le lancent, c'est un flop. Hein. Quelle a été la réponse du PDG? Il les a virés, quoi. Et après, il dit c'est bizarre, plus personne ne me propose de projets innovants dans l'entreprise.
Alors ça, c'est problématique, vous voyez le truc. Si on dit on donne un cap, il faut expérimenter, si on réagit comme ça ne marche pas. En fait, c'est une vraie culture à insuffler dans l'entreprise autour de, on appelle ça du droit à l'erreur, de choses comme ça. Malheureusement, c'est une culture pour l'instant qui n'est pas vraiment française, hein. On a beaucoup de mal avec ça. Le dernier exemple que je vais vous raconter, l'exemple peut-être le plus connu pour illustrer cette culture, c'est plutôt des entreprises américaines. Peut-être l'exemple le plus connu, mais souvent qui est, je trouve, pas très bien explicité, c'est l'histoire de 3M et du post-it. Je pense que vous avez déjà entendu cette histoire. On dit finalement, c'est un ingénieur qui cherchait à développer une colle extra collante. Il a développé une colle qu'il ne connaît pas. Il a fait le post-it. C'est pas du tout ça, hein. Ça se passe jamais comme ça, hein. Je vous raconte brièvement cette histoire. C'est un ingénieur qui cherche à développer une colle extra collante. Il arrive à développer une colle qui ne colle pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait dans n'importe quelle entreprise avec ça? On le met à la poubelle, on se cache, hein. Surtout, on n'en parle pas. Mais là, en revanche, comme la culture de l'entreprise le permet, il dit « j'ai essayé quelque chose, c'est bizarre, de la colle qui ne colle pas ». 3 ans plus tard, un de ses collègues chante à la messe là, aux États-Unis, là, son livre de cantique, il a mis des sortes de marque-pages, il n'arrête pas de tomber. Et il dit à ce moment-là « ce qu'on va faire, c'est assez simple, en fait, je vais mettre cette colle sur mes marque-pages et on va voir ce qui va se passer ». Il crée le post-it. Alors si vous voulez tout savoir, en fait, il va proposer ça à sa direction générale. Qu'est-ce qu'on lui dit? C'est n'importe quoi, ça. Sauf que le post-it, qui ça va intéresser? Comme c'est un manager vraiment assez astucieux, assez persévérant, il fait fabriquer des échantillons. Il le distribue dans toute l'entreprise. Donc les gens s'habituent, ils disent c'est intéressant, j'en voudrais plus. Et au bout d'un certain temps, qu'est-ce qu'il fait? Il l'arrête de produire, quoi. Et tous les gens qui l'en redemandent, il dit écoutez, moi j'en ai plus, adressez-vous à la DG, elle vous renseignera, quoi. Donc ça demande de l'astuce en fait dans l'entreprise pour développer ce genre d'approche. Donc ça c'est quoi? En fait c'est le 3e point. En fait, quand on est dans l'incertitude, la seule chose qu'on peut faire c'est fixer un cap. Et il faut expérimenter. Mais pour que les gens dans l'entreprise jouent le jeu, en fait, les gens ne sont pas naïfs, hein. Il y a une sorte de mythe autour de ce qu'on appelle le droit à l'erreur. Dans la plupart des grandes entreprises françaises, tout le monde en parle. Personne ne le fait, hein. Pourquoi? Parce que les gens sachent finalement que si on commet des erreurs, finalement, on va être pénalisé, hein. Donc ça, c'est un truc assez classique. Ça sera un de mes derniers points. C'est psychologique, en fait. Il y a 2 types d'individus, il y a 2 façon d'appréhender les choses, hein. Il y a ce qu'on appelle généralement la mentalité fixe. L'idée, ça c'est peut-être un peu français, l'idée c'est de dire que le talent est inné. Il y a des gens qui ont du talent, il y en a d'autres qui n'en ont pas, hein. Alors là, dans ce cas-là, l'échec, ça c'est perçu comme une honte, hein. Donc on le cache et donc finalement on n'innove pas tant que ça. 2e type de mentalité, ça c'est très utilisé enfin, dans les sciences de l'éducation, notamment américaines, on appelle ça la mentalité de développement. Là l'idée c'est de dire finalement le talent peut s'acquérir, donc l'idée on tente des choses et on progresse, hein. Et ça, c'est crucial. Et ce qui manque dans beaucoup d'entreprises, je dirais, là j'en vois quand même beaucoup, c'est cette sorte de mentalité, finalement, on est dans l'incertitude, on ne se braque pas, on essaye des choses et on permet aux gens, en fait, de libérer leur créativité. Ça, c'est vraiment crucial. Ça s'applique également aux entreprises. Donc, en conclusion, hein, j'ai essayé d'être très bref, hein, enfin, on pourrait passer des heures là-dessus. Premier point, hein, il faut un cap. Si on ne donne pas un cap, en fait, il n'y a rien qui se passe, hein. Les collaborateurs ne bougent pas, il n'y a rien qui se fait. Ensuite, comme on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire dans le cadre de ce cap, il faut expérimenter en permanence des tas de choses. Alors la plupart des choses, ça ne va rien donner, hein. Mais dans l'eau, on va trouver des sortes de pépites et il faut capitaliser là-dessus. 3e point, pour que l'ensemble de l'entreprise joue le jeu, il y a cette question de stigmatisation de l'échec qui est un peu culturelle, je dirais, et qu'il faut éviter à tout prix. Sinon, finalement, on va rester figé et on ne va rien faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme Barthélémy. Alors c'est marrant parce que j'entends des applaudissements, mais pendant que vous parliez, j'entendais également des sifflets. Et vous savez pourquoi est-ce que vous entendiez les sifflets? Parce qu'il y avait des gens qui se disent mais c'est gouré de congrès, c'est le congrès des entreprises, c'est de l'autre côté de la rue là, le congrès des entreprises. Qu'est-ce qu'il fout au congrès des HLM? Eh bien on va demander justement à Véronique Mommal en quoi l'entreprise HLM, à votre avis, est concernée par ce que vient de dire M. Barthélémy. Alors, M. Barthélémy, c'est quelqu'un qu'on fait souvent intervenir dans les travaux du Club Innovation et Management. On a commencé dès 2008 à le faire venir pour faire un peu une description des profils des dirigeants des organismes et regarder un peu comment on travaillait. Et à l'époque, il avait dégagé un profil majoritaire qui était des dirigeants pragmatiques, tournés vers l'action à court terme, un peu à court terme, parce que nous sommes dans un secteur très réglementé et
entouré d'une certaine instabilité politique et sociale. En tout cas, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va nous démentir sur cette instabilité. On l'a fait revenir en 2013 pour regarder un peu où on en était, et il nous avait déjà incité à l'époque, avec les mêmes termes, à adopter des stratégies plus impactantes sur notre environnement plutôt que de les subir. Et donc c'est aussi un langage. Alors, on peut ne pas aimer le terme entreprise, mais nous sommes quand même des entreprises, nous sommes des employeurs. Parlez bien dans le nous micro. avons des salariés, nous avons des responsabilités, donc nous sommes une forme d'entreprise. Et donc la question, c'était ne plus subir, essayer d'avoir des stratégies un peu plus durables d'impact sur notre environnement, sur notre territoire. Le territoire étant défini un peu au sens de la RSE comme un espace de responsabilité collective. Enfin, c'est comme ça qu'on peut l'entendre, et peu importe lequel il est, et il peut être différent selon les territoires. Et donc ce discours, on peut tout à fait l'entendre, et je pense qu'aujourd'hui... Donc les siffleurs n'ont pas raison? Non, les siffleurs n'ont pas raison, mais je comprends aussi que ça puisse être un peu parfois décalé. Mais nous sommes aujourd'hui, et nous avons déjà fait la preuve dans les années précédentes, que nous étions capables de nous transformer, même si les transformations qui nous sont demandées aujourd'hui le sont faites parfois avec une certaine brutalité, et que ça impacte à la fois nos ressources, nos moyens et aussi nos modes d'organisation. On a déjà fait la preuve dans les années précédentes qu'on était capable de trouver des coopérations entre nous, de travailler différemment sur les territoires, d'être des entreprises ouvertes, c'est-à-dire ouvertes sur les partenaires locaux, ouvertes sur les élus, ouvertes sur les associations et avec les locataires. Et donc ça, je crois que le cap que l'on a à tenir, en tout cas, s'il y en a un, c'est plutôt de s'ancrer sur un espace d'économie sociale et solidaire et une performance citoyenne et sociale, au sens de la RSE, que notre performance économique doit servir, mais ça n'est pas la performance économique. Je pense qu'il ne faut pas se laisser enfermer. Alors vous allez déjà trop loin, là. Non, mais je reviens. Performance citoyenne et sociale, et ça veut dire aussi des modes d'organisation, de management et d'écoute à la fois de nos locataires. Je trouve qu'on n'en parle pas toujours ici sur les futurs modes de gouvernance, et les collaborateurs qui sont plus participatifs. On va y venir à tout ça, oui, sur la façon de gouverner. Mais alors, Jean-Baptiste Dolci, vous avez envie de siffler Monsieur Barthélémy, ou vous vous dites, finalement, il a raison, puis nous, on voit bien, Action Logement, le HLM, c'est une entreprise aujourd'hui comme les autres. La première des choses, d'abord, en ce qui concerne Action Logement, je dirais l'innovation, c'est d'abord notre création. Je pense que c'est un modèle qui est quand même pas commun, puisque ce sont les organisations patronales et syndicales qui ont créé Action Logement en disant nous, on a besoin d'apporter aux salariés des entreprises et je dirais un logement moins cher que ce qu'il peut trouver sur le marché. Donc ça, c'était la première innovation, parce que trouver une organisation paritaire, c'est pas simple, si vous voulez, dans le logement. Je crois que nous sommes les seuls. La deuxième chose, c'était de dire aussi, et les organisations syndicales souvent le disent, c'est aussi pour nous un salaire différé, le fait de pouvoir apporter, je dirais, ce service. Alors, dire que l'innovation, pour nous, on ne la connaît pas, si. L'innovation, effectivement, on la connaît tous les jours, puisque les partenaires sociaux n'ont eu de cesse, grâce à leur proximité avec les entreprises et les salariés, d'innover, de regarder comment se passait, mais je ne voudrais pas intervenir sur le sujet d'après, mais on regardait comment faisait l'évolution des salariés dans les entreprises, comment ils évoluaient. Alors on parlera de la précarité, on parlera de différentes choses probablement, mais si vous voulez, pour nous, c'est quelque chose d'important. Et puis surtout, vous parlez aussi de ces valeurs. Pour nous, nos valeurs essentielles sont effectivement, dès notre création, ça a été la solidarité, puisqu'il fallait apporter de la solidarité. L'humanisme, c'est aussi des valeurs qu'on voulait, je dirais, mettre en exergue au moment de la création, et dire que nous sommes là pour apporter un service, des services supplémentaires à des salariés qui en avaient effectivement besoin. Voilà, moi, ce que je voulais dire en matière, je dirais, simple, et je resterai sur le terme de l'innovation. Et je rappelle que la première innovation, c'est notre création. Vous parlez innovation, vous parlez de valeurs. Karine Lascol, à côté de vous, vous partagez les mêmes valeurs, à votre avis, que votre voisin de gauche. Je rappelle que vous êtes donc des responsables des bailleurs sociaux de Lyon. Je ne sais pas combien ça fait de logements en tout.
Alors, on est petit, hein, à l'échelle d'aujourd'hui, on fait 9000 logements sur le département de Lyon. Donc, mais effectivement, je pense que sur les valeurs dans le logement social, je pense qu'on partage tous les mêmes valeurs. La première étant la solidarité, qui paraît une évidence, mais somme toute, il faut la vivre au quotidien et qu'elle soit vécue aussi bien par les collaborateurs, je dirais toutes nos parties prenantes et notre écosystème. Et ça, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de différence. Effectivement, alors, le rôle, je dirais, d'Action Logement par rapport aux salariés est primordial. Et on a aussi, nous, en tant, alors plus OPH, une mission aussi, c'est d'être utile pour nos territoires. Et cette utilité, elle passe par... J'écoutais tout à l'heure attentivement ce qui était dit, puisqu'on s'inspire aussi de ce qui peut se faire dans d'autres entreprises, pas seulement dans le logement social, et c'est bien de regarder ce qui se fait ailleurs. Et cette utilité, on la construit au quotidien avec les échanges qu'on peut avoir dans notre écosystème, que ce soit avec les habitants en premier lieu, parce que c'est quand même bien de demander à ceux qui sont les premiers concernés, et que ce soit aussi avec les entreprises, nos partenaires élus locaux, qui ont aussi une vision des territoires, et on construit au fur et à mesure, je dirais, une utilité pour les territoires sur lesquels on loge des habitants. Je prendrai des exemples concrets. Alors nous, on est sur un territoire, ce qu'on appelle plutôt détendu dans Lyon. Alors je dis pas déprimé, je voyais tout à l'heure, on est détendu, mais pas déprimé. On essaye de trouver des solutions voilà, à des problématiques qui sont propres, et on a mis en place des choses qui sont pas extraordinaires, mais qui correspondent à des besoins. Ça allait de mettre en place des logements pour des internes en médecine, quand on est dans des secteurs de désertification, mettre en place des logements pour les pompiers volontaires. Alors on va pas créer du logement supplémentaire, parce qu'on les a déjà sur nos territoires, mais en tout cas on les réemploie, on essaye d'imaginer autre chose que je dirais le classique logement grand public, en ciblant et en répondant à des besoins très spécifiques. Et on est aussi une entreprise comme les autres, j'ai envie de dire, une entreprise de service. En tout cas, c'est comme ça qu'on communique et qu'on échange avec nos partenaires, avec des enjeux à la fois sociaux, économiques bien sûr, puisque c'est un peu le nerf de la guerre pour continuer à avancer, mais aussi, alors je vais revenir, écologique, parce qu'aujourd'hui on a un rôle primordial. En tout cas, moi je considère qu'on loge des habitants, et sur le volet écologique, qui est un sujet d'actualité et très prégnant aujourd'hui, on a un rôle à jouer sur la transformation aussi écologique de notre modèle, des modes de consommation par rapport à tout ce qui est numérique, et aussi tout ce qui est en lien avec le bâtiment. Forcément, ça c'est un point très important. Voilà pour donner un peu le... Mais pour poursuivre ce tour de table, Frédéric Chéreau, et sur cette question, les HLM pour vous, c'est un organisme HLM, c'est une entreprise comme les autres? Oui, je crois qu'il y a des universaux, des points communs d'une entreprise à l'autre. Et on en discutait tout à l'heure avec Jérôme Barthélémy. On se faisait la remarque, c'est peut-être une entreprise comme une autre, mais les HLM ont peut-être, par rapport à d'autres entreprises, une chance énorme, c'est qu'en fait, leurs partenaires leur demandent du long terme. Il y a beaucoup d'entreprises, ce qu'on leur demande, c'est un compte de résultat à 3 mois, de cracher du dividende pour les actionnaires à 3 mois. Moi, élu, ce n'est pas ce que je demande aux bailleurs HLM. Je crois que l'État ne leur demande pas non plus du court terme, et les habitants encore moins. On veut de la visibilité. On est prêt à se mettre autour d'une table et à discuter à 10 ans, à 15 ans. Moi, je veux savoir quel sera l'état du patrimoine dans 10 ans dans le territoire. Mais en contrepartie, je veux une approche globale. Me parlez pas ici des ventes, là des constructions, là des démolitions. Parlez-moi de quel parc on veut demain. Ne me parlez pas juste du fait que vous louez des logements aux habitants. Quel service global vous apportez aux habitants? Comment on parle à vos habitants de santé? Comment on leur parle d'emploi? Comment vous travaillez avec les associations du quartier? J'ai besoin d'une approche globale, urbaine aussi. Comment vous m'aidez, moi, élu? Je suis aussi dans un territoire, allez, on ne va pas dire déprimé, parce que si on est déprimé, on n'est pas élu local, mais un territoire en déprise démographique. Voilà, on n'est pas en très forte hausse, on n'est pas à Annecy ou Nice. Comment vous m'aidez à reconquérir les centres-villes? Comment vous m'aidez à refaire la ville? Dans une ville où 39% des habitants vivent en logement social, si je ne mets pas les bailleurs sociaux autour d'une table pour réfléchir à l'avenir de la ville, j'ai oublié quelque chose d'essentiel. Il y a peut-être une autre chose très importante dont les bailleurs sociaux disposent, qui est une vraie richesse. Et dans l'intitulé de l'atelier, voilà, on parlait du numérique, l'impact du numérique sur l'évolution des métiers. Je crois que peut-être les bailleurs sociaux ne se rendent pas compte à quel point ils pourraient mieux utiliser les données dont ils disposent sur leurs habitants. Pas pour les vendre, mais pour mieux les servir. Comment comprendre qui est dans quel logement? Comment du coup anticiper aussi les choses? Comment aller peut-être toquer à la porte de cette dame de 70 ans qui a récemment perdu son mari pour
peut-être prévenir une problématique d'isolement ou de perte d'autonomie? Comment anticiper sur cette mère de famille seule, qu'on connaît bien, et qui a 2 garçons de 12 et 13 ans? Comment ils vont, ces 2 garçons-là? Comment on fait pour l'accompagner, pour éviter que dans 2-3 ans, on les retrouve dans la rue, sous de mauvaises fréquentations? Anticiper par une meilleure connaissance des habitants, en utilisant tout ce que le numérique et les outils de base de données peuvent permettre, sous le contrôle vigilant de la CNIL, évidemment, c'est quelque chose sur lequel on pourrait travailler de manière très fructueuse entre bailleurs et élus locaux. Utiliser des outils modernes pour servir des valeurs ancestrales. Jacques Brenaud, le caractère social du mouvement, enfin des organismes HLM n'en fait pas une entreprise tout de même différente. Et puis n'oubliez pas, hein, vous pouvez continuer à réagir, pardon, mais oui. Je vous redonne juste le numéro de téléphone 07 57 91 19 71 pour continuer à envoyer des questions, et puis toujours le hashtag Congrès HLM. Pardon. Je reprendrai les propos de M. Chéreau sur un point. Un organisme HLM est une entreprise comme les autres. Si je prends celle que je dirige, c'est une société anonyme qui est inscrite au Code de commerce, mais c'est une entreprise qui n'est quand même pas comme les autres, à plusieurs titres. D'abord, j'ose le dire, par la modernité de sa gouvernance. On réfléchit aujourd'hui sur le concept d'entreprise, le rôle de l'entreprise en général. Et on voit bien que dans toutes les réflexions, nous sommes déjà à cette avant-garde. C'est la première fois qu'on a dans des entreprises une gouvernance qui est composée des actionnaires principaux, des locataires, des clients, des élus également, de syndicats. On a des compositions mixtes, riches, dans nos gouvernances. Ça, c'est le premier point extrêmement important. Le deuxième point extrêmement important qui fait aussi notre grande distinction, c'est que les organismes HLM ont une mission d'intérêt général qui est aussi inscrite dans les socles des droits sociaux en Europe, le logement abordable. Donc on a... Quand vous évoquiez tout à l'heure, monsieur, le risque de disparaître, hein, on sait que la durée de vie d'une entreprise en moyenne, c'est 50, 60 ans. Les centenaires se comptent sur les doigts de la main. Mais il y a l'entreprise comme acteur, mais il y a l'activité en tant que telle. Alors l'activité, elle ne mourra pas, elle est loin d'être morte. Et on a vu ce qui s'est passé en Allemagne et en Grande-Bretagne ces dernières années, où on a voulu laminer le logement social. Aujourd'hui, les 2 dirigeants de ces 2 grandes nations remettent des milliards sur la table pour relancer le logement social. C'est de dire qu'il y a un besoin évident qu'il faut continuer à satisfaire. Le vrai défi des organismes HLM, c'est d'être au rendez-vous de la manière de le faire. Vraiment de la manière de le faire. Et dans la manière de le faire, c'est de comprendre aussi, alors vous parliez du CAP, dans la profession, il y a quand même aussi beaucoup de réflexions CAP HLM qui donnent un certain nombre d'indications, d'orientations, etc., qui peut-être ne vont pas aussi loin ou aussi vite que n'évolue la société, certes. Mais ceci dit, il y a quand même des réflexions très profondes sur les grandes mutations, avec peut-être des vraies bifurcations demain, parce qu'effectivement, comme vous l'évoquiez, M. Chéreau, l'organisme HLM qui était un logeur n'est plus un logeur, c'est fini. C'est un opérateur urbain qui contribue à construire la ville, qui contribue à répondre aux besoins de la collectivité et aux besoins de l'État aussi, parce que l'État est quand même une partie prenante essentielle dans notre mission. Donc, une entreprise, oui, pas tout à fait comme les autres. Jérôme Barthélémy, je me retourne vers vous. Alors, on entend souvent dans les salons de management, etc., il y a plein de bouquins qui sortent sur le thème. Aujourd'hui, une entreprise, pour qu'elle puisse être d'ailleurs dirigée, il faut qu'elle puisse exprimer ses valeurs, son ADN, il faut qu'elle ait une utilité sociale. Alors là, on se dit, les organismes HLM, ils roulent sur une moquette confortable rouge. Les valeurs, ils en ont plein les bras. Ah oui, moi ce que j'aime beaucoup en fait dans le logement social, c'est ce qu'on appelle en fait, il y a une vraie raison d'être. Hein. Moi je fais beaucoup de séminaires dans des entreprises comme ça, disons, extérieures au secteur. Parfois la raison d'être... Enfin, je ne veux pas faire de provoque là, mais enfin, des trucs, certains dirigeants d'ETI, l'autre fois, ils me disaient la raison d'être de mon entreprise, c'est de me payer ma Porsche. Oui, ce genre de truc, c'est comme renversant, quoi. Tout le monde était sidéré là, des trucs, entre pairs, là, avec une vingtaine de dirigeants. Il y a une vraie raison d'être. Alors, la raison d'être, en fait, ça, c'est très fort. En revanche, c'est vrai qu'il y a, si vous voulez, le débat sur l'entreprise, toujours de manière générale, c'est est-ce qu'elle est là
pour faire des profits ou pas. Là, l'idée, il faut que l'entreprise soit saine, justement, pour pouvoir matérialiser la raison d'être, en fait. Hein. Donc, finalement, il y a une sorte de moyen qui serait, il faut que l'entreprise soit bien gérée, rentable, entre guillemets, et ainsi de suite, pour justement pouvoir réaliser cette raison d'être. Donc, c'est finalement assez facile, en fait, pour votre secteur. Ce qui peut parfois être utile, c'est des techniques assez rodées de management, alors que le plus dur, souvent, pour les entreprises, un peu lambda, je dirais, c'est de trouver une raison d'être, quelque chose qui va motiver les gens au travail, qui va faire l'engagement et tout. Ça, c'est souvent pas évident. Les gens disent, mais pourquoi je travaille dans cette entreprise? Et là, j'imagine, c'est pas du tout le cas, et c'est ça qui est vraiment admirable. En tout. Bon, mais alors justement, est-ce que paradoxalement, Véronique Maubal, il n'y a pas un problème avec le logement social? Cette raison d'être, elle est tellement évidente chez les bailleurs sociaux et partout dans ce congrès que finalement, on aurait peut-être tendance un tout petit peu à l'oublier. Est-ce qu'il ne faut pas la réaffirmer et la réaffirmer d'urgence? Mais nous ne l'oublions pas, je pense que la quasi-totalité des acteurs présents ici rappellent en permanence leur utilité sociale, rappellent en permanence qu'ils sont des acteurs importants de fabrication de la ville, de fabrication de cohésion territoriale. Et vous croyez que les salariés de tous les organismes HLM, ils ont cette certitude ancrée en eux? Je pense que les collaborateurs, je pense qu'on peut venir travailler dans le logement social par hasard. Quand on y reste, c'est qu'on croit vraiment dans le sens de cette mission. La difficulté aujourd'hui, c'est la question de la visibilité, c'est la question du cadre de sécurité que l'on peut donner à des collaborateurs. Si on revient à la question du management interne, d'organisation dans un monde un peu perturbé, ça n'est pas sur la question du sens qui est aujourd'hui compliqué, c'est vraiment plutôt leur redonner un cadre de sécurité, leur redonner une perspective par rapport justement aux moyens d'action qu'on peut leur donner sur le territoire et à ces capacités de valorisation de leurs initiatives, parce que nos collaborateurs qui travaillent sur les territoires, ils ont des idées, ils ont envie de les faire partager avec nous, et donc c'est aussi aux managers et aux décideurs d'engager des conversations avec leurs collaborateurs pour faire remonter ces idées. Et inventer le post-it du HLM. Frédéric Chéreau, vous vouliez prendre la parole. Oui, je voulais jouer un petit peu le poil à gratter, parce qu'en plus, on approche de midi, c'est bien de réveiller un peu l'auditoire. Je pense que sur la question des valeurs... Absolument pas. Non, mais alors, justement, faisons en sorte que ça continue, c'est parfait. Sur la question des valeurs, je pense qu'il y a une ambiguïté structurelle chez les bailleurs sociaux. Et ce n'est pas critiquer leur travail au quotidien, mais oui, des valeurs, il y en a. Elles sont fortes, elles sont sincères, très clairement. Et c'est le cas de l'immense majorité des dirigeants de bailleurs sociaux que je rencontre. L'humain, le fait d'être au service de personnes fragiles, le fait de rendre un service public, le fait d'être d'abord là pour servir les gens avant de faire du profit. Et en même temps, pour utiliser une formule désormais célèbre, le bailleur doit quand même être rentable, non pas générer du dividende, mais mettre suffisamment de recettes en face de ses charges ou équilibrer ses charges par rapport aux recettes qu'il est capable de dégager. Donc il y a un impératif économique qui devient parfois majeur. Deuxième ambiguïté, c'est dans la relation à l'habitant. On sait qu'il faut de la proximité, on sait qu'il faut être à l'écoute, et en même temps, toujours pour rester un peu macronien dans le discours, dans le propos, il y a une envie permanente de retrait, de se cacher derrière un service client par téléphone, de se cacher derrière des procédures par informatique, de retirer les agents de terrain. Et j'entendais d'ailleurs tout à l'heure quelqu'un qui disait les agents de terrain des bailleurs sociaux souffrent. C'est pas facile. Je crois que justement, si les bailleurs sociaux veulent assumer ces valeurs, ils doivent comprendre qu'ils sont dans la même logique que les élus locaux. Nous, les habitants, on se les colte au quotidien. On est élu aussi pour se faire engueuler. On est élu pour être sur les marchés. On est élu pour être au pied des tours. On est élu rester pour à portée de baffe. À 19h, à 20h, à portée de baffe. Et je pense que le cœur de métier du bailleur, c'est ça. Admettre que le contact physique, humain, direct avec l'habitant, c'est le cœur du métier. Parce que si les valeurs, on les proclame, mais que l'habitant ne les comprend pas, ne les voit pas, ou a l'impression, souvent fausse, mais a l'impression que le bailleur ne les pratique pas, alors c'est raté. Et donc, il faut mettre les meilleurs sur le terrain. Il faut les former, il faut les accompagner, il faut que les dirigeants soient très régulièrement sur le terrain aussi. C'est pas on fait du logement social et puis à côté, comme on est obligé, on doit aussi faire de la relation client. La relation client, c'est d'abord, c'est en premier et tout le reste tourne autour.
Jacques Bruno, sur cette question des valeurs, il y a une nécessité pour le logement social de réaffirmer ces valeurs fondamentales? Oui, je le crois, parce que, bien entendu, on a tous le sentiment de bien faire notre mission. On a des collaborateurs investis, dévoués, c'est vrai, qui font un travail formidable, parce que c'est quand même pas toujours facile d'avoir quelquefois des locataires très contents et souvent quelques locataires mécontents et des gens difficiles qui ont des accidentés de la vie, qui ne sont pas toujours très compréhensifs. Et il faut vivre avec tout ça. Mais au-delà de ça, je ne parle pas du rôle de chacun de nos collaborateurs. Je parle de nos gouvernances et des dirigeants des organismes HLM. Et je pense que quelquefois, on a pu observer ces dernières années quelques oublis sur cette question. Je vais prendre simplement un mot. Si je résumais un organisme HLM, c'est une structure qui accompagne les gens ou les habitants. Voilà, qui accompagne. Ça, c'est le mot-clé. Et dernièrement, alors quand on a connu tous les événements avec les grandes décisions gouvernementales pour loger des gens qui venaient d'Érythrée, loger tous ces gens qui ont été expulsés de Boulogne, etc. Moi, j'ai des préfets qui me disaient « mais les bailleurs nous ferment la porte ». Notre rôle, c'est pas aussi de loger ces gens-là de façon décente. Donc on oublie un peu. Je crois qu'il y a eu des oublis. Il y a eu des oublis sur ces questions-là et sur le rôle que l'on joue. Et dans l'étude que nous avons menée récemment à l'Institut HLM sur la plus-value sociale, c'est quoi la plus-value sociale? C'est un socle sur 3 piliers. Le premier, l'accès au logement. Alors on peut le décrire par beaucoup d'indicateurs. L'accès au logement. Est-ce que je permets l'accès au logement avec des logements adaptés de qualité à tous les publics qui ont besoin d'un logement dans mon territoire? Tous les bailleurs doivent se regarder dans la glace et dire est-ce qu'on le fait bien? Moi-même, je ne le fais pas bien. Donc, on doit tous se regarder déjà rien que sur cette question. Bon. Une chose qu'on fait mieux, c'est la cohésion du territoire. Là où on a... Alors, c'est formidable, c'est là où je voulais en venir. Je voulais qu'on parle des territoires. Voilà pour les valeurs, la relation au territoire. Jean-Baptiste Dolcy, c'est quoi pour un organisme le territoire? C'est quoi? C'est juste un objet ou c'est une finalité? Le territoire, c'est l'un des interlocuteurs que nous avons. Il est évident que l'exemple que nous avons aujourd'hui, et je le rappellerai, parce que tout à l'heure, je pense que vous parliez d'innovation, et en ce qui concerne la première innovation, je rappellerai simplement quelque chose. Il y a à peu près 1 an et demi, les partenaires sociaux sur la réflexion et l'écoute. Alors, vous parliez... L'intervenant précédent parlait d'accompagnement, je dirais c'est l'écoute aussi des besoins des locataires. Pour notre part, c'est aussi l'écoute des besoins des salariés. Et certains nous faisaient la remarque qu'ils ne pouvaient plus, effectivement, ils auraient aimé habiter en centre-ville. Donc il y a 1 an et demi, on a lancé une discussion, une très large discussion sur les centres-villes. Et nous avons souhaité effectivement accompagner les territoires dans leur restructuration des centres-villes pour dire, écoutez, nous aimerions apporter quelque chose. Évidemment, on a aperçu qu'il y a une action qui s'appelle Action Cœur de Ville, à laquelle nous sommes fortement impliqués avec d'autres partenaires, d'ailleurs, sur le sujet. C'est quelque chose, si vous voulez, qui est né chez nous, mais qui ne se fera pas. Et tout à l'heure, dans le débat précédent, lorsque nous parlions d'ANRU, elle se fait. L'ANRU part de Paris, parfois, on a reproché, on a dit on est très parisien. Ici, on s'est dit non, on va travailler au niveau des territoires, au niveau des élus des territoires, au niveau des besoins des territoires, et on va changer la donne, on va essayer d'être plus performant, plus rapide, de manière à apporter des solutions innovantes d'ailleurs, parce qu'on sait que finalement, apporter une rénovation en centre-ville, c'est pas du tout la même chose que, je dirais, à l'extérieur des territoires. Donc, pour nous, l'innovation, quelque part, c'est effectivement aussi, comme je viens de le dire, l'écoute, mais l'écoute des territoires, l'écoute des collectivités, travailler la main dans la main avec eux, parce que seul, je pense qu'on ne le fera pas. Je pense qu'on doit le faire tous ensemble. Mais simplement, je veux rappeler simplement que nous avons, au travers, si vous voulez, de ce questionnement, c'est que nous avons une véritable utilité sociale et nous avons un vrai modèle social, je dirais, à préserver. Parce que je crois que ça, c'est véritablement ce qui peut changer la donne par rapport à nos locataires, par rapport aux besoins que représentent, si vous voulez, les salariés de nos entreprises. Voilà ce que je voulais dire en résumé. Karine Lascol, c'est quoi les relations entre un organisme HLM, les bonnes relations entre un organisme HLM et un territoire?
Alors les bonnes relations, effectivement, c'est l'écoute déjà, dans un premier temps, l'observation, l'échange avec l'ensemble quand on parle de territoire, on parle bien sûr des habitants, on parle des élus, on parle des entreprises, des associations, donc on a tout un écosystème effectivement pour lequel on doit effectivement être à l'écoute pour avoir une réponse qui soit adaptée. Il n'y a rien de pire que d'imaginer une solution à la place d'eux. On imagine des solutions parfois pour nos locataires, mais qui ne correspondent pas aux besoins. Si on était allé sur le terrain pour les interroger, on aurait peut-être eu une solution beaucoup plus adaptée. Et parfois, on se questionne, ça ne marche pas. Et c'est très simple, des fois, sur des questions très pragmatiques, très pratiques. Voilà, cette écoute, elle permet de créer... Alors, il ne faut pas oublier l'enjeu de la vision et du cap aussi, parce qu'on est dans un monde qui bouge extrêmement vite. Et alors, à la fois, ces valeurs, il faut qu'on les vive au quotidien. Elles ne sont pas toujours faciles. Tout ce qui est proximité pour les collaborateurs, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Effectivement, on peut avoir tendance à se réfugier, je dirais, derrière un écran ou un téléphone parce que les contacts sont rudes et compliqués. Après, il faut qu'on arrive aussi à créer des contacts positifs parce que bien souvent, quand on nous interpelle, c'est quand il y a un problème. Et il faut aussi, dans les attentes que peuvent avoir les territoires, créer des réponses positives au-delà du logement, des services qu'on peut apporter autour du logement. Et ça fait aussi notre ADN, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter de plus qu'un logement sur nos territoires. L'idée, c'est d'être aussi imaginatif, de saisir les opportunités quand elles se présentent et de tester. Je prends un exemple, chez nous, on a un célèbre club de foot qui est un peu moins classé aujourd'hui, qui est la JA Auxerre. Ah oui, ça, effectivement, la JA Auxerre, c'est... Voilà, on connaît Auxerre, entre autres, grâce au foot. Et donc, on a travaillé... Alors, c'est un acteur local important, quand même, pour le département. On a travaillé avec eux, avec Academia, qui est une entreprise de soutien scolaire. Et on a monté un partenariat de toutes pièces, en discutant, pour proposer aux enfants de nos locataires un soutien scolaire gratuit en ligne, du CP à la terminale, avec un appui du club de foot qui vient encourager les jeunes à faire ce soutien scolaire et en contrepartie avoir des places de foot, etc. Voilà. Je vous écoute tous les deux, bailleurs sociaux. On a vraiment l'impression d'être au pays des bisounours quand même, hein, avec des négociations, une écoute des territoires avec les élus locaux. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Chéreau? C'est vraiment ça? Tout est en rose, c'est merveilleux? Et c'est à l'élu local que je m'adresse. Je vais vous rassurer quand même, globalement, ça se passe bien avec les bailleurs sociaux. On s'entend bien, il y a une écoute. Évidemment, de temps en temps, il y a des points de friction, des incompréhensions, mais globalement, la note est bonne, voire très bonne. Mais vous parliez de territoire. Moi, j'aurais une double approche sur la notion de territoire, celle de l'habitant et celle de l'élu, qui n'est pas du tout la même chose. À Douai, on a une ville de 40 000 habitants et on a créé en 2014 10 conseils de quartier. Ça maille déjà pas mal la ville, 4 000 habitants à peu près par conseil de quartier. Dans un des conseils de quartier, je suis allé me balader avec l'adjoint en charge et on a fait un petit peu le compte de ce que c'était les quartiers ressentis par les habitants. Et dans ce quartier-là, qui est un des 10, les habitants, eux, ils en définissaient spontanément 11 d'un niveau encore inférieur. Donc ce que les habitants appellent un quartier, ce que les habitants appellent un territoire, c'est parfois quelque chose de très, très limité en termes spatial. Ça peut être 3, 4 rues, et 5 rues plus loin, ou 3 rues plus loin, ils ne savent même pas où c'est. Et il faut prendre en compte ces territoires-là, parce que dans ces territoires-là, il y a tout un ensemble de maillages, de solidarité locale, de relations associatives, personnelles, familiales, qui doivent être prises en compte et qui ne le sont peut-être pas encore suffisamment par les bailleurs et par les élus. On doit en tenir compte quand on attribue des logements. Les gens, ils ne sont pas tout seuls. Parfois, il y a la maman à côté qui a besoin d'aide. Parfois, il y a la sœur qui a 2 pas et qui garde les enfants le soir. Et ce territoire vécu, il est très important pour les gens. Quelquefois, c'est la principale richesse dont ils disposent, leur réseau de solidarité de proximité. Le territoire, pour l'élu, c'est quelque chose de complètement différent. C'est une réflexion beaucoup plus urbanistique. Et là, on va demander aux bailleurs comment vous nous aidez à construire la ville, à la fois sur le bâti, mais aussi sur le peuplement. Comment vous nous aidez à mettre les gens qui n'ont pas de voiture à proximité des transports en commun et des emplois. Comment on s'assure que les familles qui ont besoin de place et où les enfants commencent à faire un peu des bêtises parce qu'ils ne tiennent plus dans un appartement trop petit, arrivent à avoir un jardin. Mais comment vous nous aidez aussi, je parlais de bâti, on travaille avec Action Logement sur Action Cœur de Ville à Douai. Comment vous revenez dans les centres-villes et les bailleurs Norévi notamment, moi je suis en train de leur demander, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de me refaire des bâtiments en centre-ville
où il y aurait du logement social, mais pas seulement du logement social, parce que je ne veux pas que du logement social en centre-ville, mettez-moi aussi du logement libre, et puis éventuellement peut-être le premier étage, est-ce que du bureau, c'est pas possible, et en bas, est-ce que vous êtes capable de retaper le logement, le commerce, et de le louer? On cherche des opérateurs pour faire ce genre de choses. Est-ce que les bailleurs sociaux sont capables de répondre à ça? Voilà, c'est plusieurs pistes de réponse à votre question sur les territoires, mais elles sont toutes importantes pour un élu social. Bon, alors on a parlé des valeurs, on a parlé évidemment de la relation au territoire. J'aimerais maintenant qu'on évoque la façon de manager, pour dire un gros mot, d'emmener les équipes. Je vais quand même vous lire quelques... Parce qu'il y a beaucoup de commentaires là, qui nous arrivent par SMS. Travailler dans le logement social et en rester motivé doit faire de nous des militants. La performance économique de nos entreprises HLM est une clé de notre efficience sociétale, l'innovation, solidarité et présence territoriale. Le logement social, c'est une efficacité économique différente de la rentabilité financière. L'action des bailleurs sociaux, ce n'est que de l'investissement et du travail de long terme. Voilà, vous continuez à réagir. Véronique Momal. Alors, quand on écoute Jérôme Barthélémy ou ses corréligionnaires, ils vous expliquent aujourd'hui que la façon de diriger en entreprise, c'est plus comme avant. Ça doit être différent. Il faut arrêter de penser en silo. Il faut avoir une gestion plus horizontale, plus collaborative. Est-ce que ce type d'idées ont atteint les directions des organismes HLM? Oui, c'est mais parlez bien dans le micro. Une des raisons du club Innovation et Management, c'est justement de travailler sur ces nouveaux modes de management. On réfléchit beaucoup autour effectivement de la notion du collectif. La vraie. Mais vous vous sentez très écouté, vous Oui, enfin, je connais beaucoup de dirigeants qui pratiquent au sein de leur entreprise et au sein de l'organisation des nouvelles méthodes de management, parce qu'il n'y a rien de pire qu'effectivement, vous parliez du numérique, que de mettre des nouveaux outils dans des vieilles organisations. Alors ça, c'est un cauchemar, et notamment pour le collaborateur. Donc vraiment, la question de réaffirmer les identités métiers des collaborateurs, qui sont fort exposés, permettre à des communautés de collaborateurs de valoriser les initiatives, de proposer des projets de nouveaux services ou de nouveaux modes de travail au sein des organisations, c'est une vraie réalité. Et la vraie différence du manager d'aujourd'hui, c'est qu'il doit faire vivre ce collectif. Et effectivement, c'est aussi pour lui moins de solitude en haut de la chaîne hiérarchique. Donc je pense qu'il a intérêt aussi à faire cette conversation avec ses collaborateurs, à faire vivre ces collectifs, qui est aussi une question d'énergie. On parle de libération d'énergie tout à l'heure. Les collaborateurs des organismes ont de l'énergie et il faut savoir la maintenir, en tout cas, dans les temps de changement. Et effectivement, je reprendrai aussi les travaux de David Autissier sur la question de manager par le sens. On en a beaucoup parlé, le cap, le sens, c'est-à-dire expliquer. Il faut savoir décoder l'environnement pour les collaborateurs, leur expliquer ce qui se passe et les écouter pour savoir comment on peut se repositionner, évoluer, libérer les initiatives dans le cadre de ce contexte. Et ça, ce sont vraiment des choses. Alors par contre, ça repose parfois le rôle et la façon dont se conçoivent certains services supports. Je parle notamment, par exemple, des ressources humaines. C'est pas un jugement, c'est pas une critique, mais on est aujourd'hui sur des métiers qui sont renouvelés, sur des métiers qui sont parfois augmentés avec les nouvelles technologies, mais qui peuvent aussi souffrir des métiers émergents autour de la gestion de la donnée. Vous en avez parlé, ce sont des enjeux qui sont importants au sein des organisations. Et nos ressources humaines, elles doivent savoir accompagner et dépasser la question du simple savoir-faire, de la simple compétence technique, pour essayer de travailler sur justement les talents de nos collaborateurs, sur des nouvelles manières aussi de les former, sur le fait d'attirer des nouveaux talents au sein des organisations et de faire évoluer des métiers qui sont peut-être moins aujourd'hui, qui sont un peu en déclin par rapport aux anciennes pratiques professionnelles, et accompagner nos collaborateurs de manière à ce qu'ils évoluent avec l'entreprise et qu'ils s'approprient aussi ces nouvelles façons de travailler. Est-ce qu'il y a une bonne taille?
pour un organisme. Une taille d'organisme, non, je ne jouerai pas. En termes de, termes de gestion, est-ce que est-ce que Jean-Baptiste Dolcy et Karine Lascol, qui sont à côté de vous, font le même métier? Non, c'est juste ce que je peux dire. Non, je ne répondrai pas à cette question. Et pourquoi vous ne répondrez pas à ma question? Elle est si embarrassante que ça? Non, pas du tout. Si je vous réponds sur la question du seuil, je dirais que ce n'est pas la question du seuil qui est importante, c'est la question du collectif et de son ancrage sur un territoire donné, et que peu importe la taille, ce qui est important, c'est que le centre de décision de ce qui fait le service, de ce qui fait l'impact sur les gens, il soit au plus près du territoire. Et ça, on peut l'organiser. Et quand on a 900 000 logements, par exemple, on peut être proche du territoire. Pour moi, on peut mettre. Je dirais presque 1 million de logements, donc, et 18 000 salariés, bien évidemment, puisque c'est... alors moi, je serais très mal placé pour parler des ressources humaines, puisque c'est pas directement, je ne suis pas confronté directement, ce sont les collaborateurs qui sont confrontés à... Oui, vous êtes un énorme groupe, là. Voilà. Vous avez Donc, non, mais ce que je voulais dire, ce qui est important, c'est, franchement, aujourd'hui, comme on sait être à l'écoute... je dirais, de nos locataires, des salariés et des entreprises, effectivement, dont on pourrait parler, parce qu'on a parlé des territoires tout à l'heure, mais on y reviendra, mais vous posez la question concernant les collaborateurs, bien entendu qu'il faut, dès le départ, les impliquer, si vous voulez. On ne réussira pas si on ne sait pas écouter, effectivement, le salarié qui est dans le logement, et écouter, si vous voulez, et préparer, si vous voulez, le salarié qui a chaque jour en face de lui le demandeur de logement qui a des besoins spécifiques, etc. Je crois que c'est une richesse de savoir écouter les gens, et on le disait tout à l'heure, puisque c'est à partir de l'écoute, de l'échange, etc., qu'on saura quels sont les besoins qui sont demandés par, je dirais, les entreprises et les territoires. Mais je voudrais revenir tout à l'heure à ce que disait mon voisin de droite en ce qui concerne, je dirais, les territoires. Il y a une chose importante. Je prends un exemple. Vous avez une entreprise qui va se créer, par exemple, et qui envisage de développer ou qui se délocalise, par exemple, dans un territoire. Il est important que l'élu local, que Action Logement, que les offices, etc., HLM, etc., les SA d'HLM, etc., qu'il y ait un travail en commun fait en amont, parce qu'il serait un drame absolu de voir l'entreprise se délocaliser, amener 200, 300 emplois et de ne pas avoir de logement pour pouvoir loger ces personnes-là. Donc vous voyez bien que, de toute façon, en ce qui concerne nos organismes, nous avons effectivement un travail important à faire, non seulement seuls, mais tous ensemble pour pouvoir répondre effectivement à la demande. Et je dis que parmi cet objet parmi cette démarche, nous avons effectivement nos salariés qui sont au quotidien confrontés effectivement aux attentes, aux besoins, etc. Donc pour eux, il faut les faire évoluer. Et comment on les manage du coup? Pour revenir à la question, parce que sinon Stéphane Peu va encore m'accuser de ne pas avoir de suite dans les idées. Vous voulez pas répondre? Comment on les manage? Oui. Écoutez, je crois que c'était en matière, je crois que c'était, vous ne posiez pas la question, c'est pour ça. Si, comment on les manage? C'est-à-dire qu'il faut effectivement au quotidien les recevoir, les écouter, échanger avec eux, leur faire, comment dirais-je, c'est surtout l'écoute que nous avons avec eux. C'est l'écoute des besoins qu'ils font remonter et de faire connaître les valeurs que nous véhiculons aussi. Parce que quand nous sommes dans du logement social ou parliez d'entreprise, ce n'est pas tout à fait une entreprise comme une autre, malgré tout. Hein. Ça a l'air de vous faire beaucoup rire, Karine Lascol. Non, Mais vous avez le droit. Oui, je souris. C'est plutôt sympa. C'est agréable, effectivement. Bon. Non, je pensais tout à l'heure, quand vous disiez qu'on était un peu dans le monde des bisounours, on écoute, on avance. Ce que disait en première présentation, c'est qu'on n'a pas le droit de douter, en tout cas pas de l'afficher. Il faut rester effectivement motivé pour nos collaborateurs et pour les embarquer avec nous. Donc, mais dans la vraie vie, on doute et parfois, c'est pas simple. Sur le management des équipes, effectivement, on a un enjeu de transformation, de culture d'entreprise. Alors, moi, je parle pour mon organisme, mais je pense que c'est dans beaucoup d'organismes le cas. Je dirais le mode de management évolue. Alors, on parle de management agile, d'expérimentation. Moi, je trouve ça génial. Après, il faut que j'arrive à embarquer mes collaborateurs, qui des fois me regarde avec des gros yeux en disant qu'est-ce qui lui a pris ce matin. Je suis allée voir mes deux assistantes, je leur ai dit écoutez, réfléchissez, demain,
je veux 0 papier à la direction générale. Trouvez-moi des solutions. Ah, les post-it. Voilà, non mais on a des outils qui existent aujourd'hui, donc l'idée, alors, c'est d'expérimenter, là on est sur un petit niveau, l'idée c'est d'expérimenter, de voir, et si ça marche, derrière on a des petites victoires et on les fait infuser dans la structure. Et effectivement, il faut qu'on fasse la démonstration. Alors il faut que ça ait du sens, bien sûr, parce que si on ne donne pas de sens, les collaborateurs, on ne les embarque pas, ça c'est clair. Et donc après, vous dites, je veux 0 papier pour sauver la planète. Pour faire des économies aussi. Ouais, enfin, ça, c'est pas la non, même. mais ça, c'est un détail. C'est un exemple pour essayer d'expérimenter l'agilité et la réflexion qu'on peut avoir à un petit niveau. Et c'est vers ça qu'il faut qu'on aille, effectivement, puisqu'il faut qu'on réagisse vite. Et il faut qu'on arrive à embarquer dans les cultures d'entreprise les collaborateurs sur des modes de fonctionnement avec des durées plus courtes. Parce qu'on n'a pas le choix, je dirais, aujourd'hui, pour être efficace. Pour être rentable, c'est pas un gros mot d'être rentable dans le logement social, parce que c'est avoir les marges de manœuvre pour accompagner les territoires. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête pour pouvoir accompagner effectivement et faire notre métier premier, cette mission d'intérêt général. Et pour je dirais, être dans le coup, si on peut ainsi dire, il faut aujourd'hui qu'on soit plus agile, même si c'est un terme très à la mode, et qu'on arrive à exploiter les outils qui existent. Alors, je parle du numérique et effectivement, ça peut faire peur parce que derrière, on a des collaborateurs qui, parfois, sont réticents parce qu'on va leur enlever du travail. Si on fait moins de papier, moi, c'était assez drôle de tester effectivement cette problématique-là. J'ai une assistante qui me dit « Oui, mais ça occupe des gens de faire des photocopies. » Oui, mais demain, il y a des nouveaux métiers et effectivement, il va falloir s'adapter. Peut-être que votre compétence, elle est plus intéressante sur autre chose que sur des photocopies. Et effectivement, là, on rentre dans le concret et ce n'est pas simple au quotidien. Le bien-être au travail aussi, c'est quelque chose qui, effectivement, revient régulièrement. Les nouvelles générations, en tout cas les plus jeunes qui arrivent dans les entreprises, ils ne veulent pas réussir dans la vie, ils veulent réussir leur vie. Et ça, c'est quelque chose qui change la donne pour le manager pour la suite. Frédéric Chéreau, vous voulez prendre la parole depuis un bout de temps. J'ai tout fait pour la retenir, mais finalement, je vous la donne. Non, mais c'était intéressant. Alors, je m'aperçois d'ailleurs que je suis un mauvais élève parce que dans les 3 conseils d'administration de Bayer où je siège, je suis un de ceux qui réclament un bon vieux dossier papier et surtout pas une tablette. Ouais, alors, allez pas bosser dans Lyon. Hein, catastrophique, je sais bien. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. Je voulais revenir justement sur... J'entendais parler des collaborateurs et puis en face des demandeurs de logement. Et avec de chaque côté une difficulté, c'est-à-dire que les collaborateurs ont dit ils souffrent, ils sont en difficulté face à l'habitant qui est de plus en plus revendicatif. Et de l'autre côté, sur la table ronde d'avant, c'était frappant, beaucoup de gens qui disaient mais l'important dans les quartiers, c'est l'emploi, l'emploi, l'emploi. C'est ça qui va résoudre les problèmes des habitants. J'ai le sentiment, j'en suis convaincu, qu'il faudrait gommer un peu la frontière entre collaborateurs et habitants. Il faut, pour partie, des habitants collaborateurs, et c'est ceux-là qui sont souvent les éléments les plus stabilisants dans un quartier. Il y a plein de choses à faire dans un quartier, sauf que quand le petit entretien, il est fait par le sous-traitant de votre sous-traitant, qui vient de la ville d'à côté. Parfois, ce n'est pas forcément extraordinairement fait d'ailleurs. Je pense que les bailleurs auraient grand intérêt à se pencher sur la qualité des petits travaux qui sont faits dans les logements, parce que ça peut fusiller leur image. Si justement, vous faites faire ces petits travaux par des gens du quartier, alors ça veut dire que c'est exigeant parce qu'il faut aller les chercher, il faut les former, vous n'avez peut-être pas tout de suite exactement la bonne compétence, mais il va y avoir un respect du travail fait parce que le gars qui a fait la peinture, le gars qui a revissé les boîtes aux lettres, le gars qui a réparé la porte, vous le croisez tous les matins, vous savez où il habite, vous savez que ses enfants vont à la même école que vous. Les espaces verts du bailleur, c'est pareil. Si c'est une entreprise, même d'insertion, qui arrive de l'autre bout de l'agglomération, on ne connaît pas les gens qui font le travail, on respecte moins leur boulot. Donc, autant que possible, aller donner du travail dans le quartier. Et quand je dis le quartier, c'était au sens du micro-territoire. Les gens de la résidence doivent travailler dans la résidence. Est-ce que demain, peut-être, le bailleur ne peut pas gérer dans la résidence une boulangerie ou une épicerie et faire en sorte que ce soit des habitants du quartier qui travaillent? Nous, on fait la même chose. Quand c'est d'un habitant de la résidence qui gère la salle de sport, qui est concierge de la salle des fêtes, ou qui fait l'entretien de la voirie, quand on l'appelle par son prénom parce qu'on le connaît, parce qu'on était à l'école avec lui ensemble, eh ben, ça change tout dans la relation au quotidien. Eh oui, c'est du Chirac. Jacques Brenaud. On est dans le modèle suédois qui me va bien aussi. Je veux revenir quand même sur les questions que vous avez posées sur la taille. Sur la taille. Ah oui, bah, vous avez vu comment ils ont... Je vous ai senti frustré. Non, mais ça m'amuse parce que vous savez, je vais vous faire un aveu. Il y a des questions que vous posez et vous savez,
pertinemment qu'on ne vous répondra pas. Mais vous la posez quand même. Mais je vais vous répondre. Je vais vous répondre, comme il disait l'autre. Non, la taille, oui, je suis d'abord, on est dans un métier où la notion de courbe d'expérience, d'effet d'échelle ne joue pas. On n'est pas comme dans l'industrie manufacturière. On reste dans des métiers, on le sait, où la réalité se fait au local. On n'exporte rien, on ne vend rien à l'étranger. Notre activité est locale. Et en activité notamment, que ce soit dans la production, on fait chaque fois du sur-mesure. Une opération immobilière, c'est pas un truc qui sort d'une usine, c'est vraiment presque de l'artisanat. Même si on y met des méthodes industrielles, ça reste de l'artisanat. La gestion locative, c'est pareil. C'est du traitement tête à tête, personne à personne. Et là-dessus, qu'on soit 100 000 ou 10 000, ça ne change pas grand-chose. L'effet taille me pose un problème. Alors certes, quand on fait 200 000 logements ou 1 million de logements, on peut négocier autrement sur les marchés financiers, c'est clair, lever des fonds, des obligations, on peut faire beaucoup de choses sur le plan financier. Mais le métier de bailleur, non. Et je dirais que je l'observe tous les jours. On parlait d'agilité. À une époque, j'étais en Picardie et je suis venu travailler avec mes équipes en Île-de-France. Et on a fait beaucoup de développement. Vous savez pourquoi? Parce que je disais chaque fois au maire, mais le patron de l'entreprise, il vient vous voir. Vous n'avez pas 3 ou 4 intermédiaires. Vous posez une question et je prends la décision immédiate. Et l'agilité, c'est aussi la prise de décision immédiate. Ça, c'est fondamental. J'ai gagné beaucoup de marchés comme ça parce que là où mes confrères, ou certains, très gros, mettaient 6 mois pour prendre une décision d'investissement, moi, je prenais 15 jours à 3 mois, pas plus. C'est tout. Ça, c'est l'agilité. Pourquoi? Parce qu'il y a une distance entre le dirigeant, celui qui peut engager réellement l'entreprise, et les actions à mener, il y a une très très grande proximité. Mais alors, je vous entends bien. Attendez, je vous entends bien. Mais attendez, je rebondis. Ça veut dire que les fusions annoncées entre différents organismes, c'est une bêtise? Ça va les empêcher d'être des bons bailleurs sociaux? Après, tout est dans le modèle de gouvernance qui est mis en place. Alors, je donne un exemple pour revenir sur l'agilité, et je vais aller jusqu'aux gardiens que chez nous, nous appelons des régisseurs, parce qu'on ne veut pas que ce soit des gardiens, on veut en faire des micro-entrepreneurs. Des gens capables demain de faire un certain nombre de choses qu'ils ne faisaient pas aujourd'hui, qu'il fallait réclamer au siège, demander à toute une hiérarchie. Demain, ça sera fini. Alors, dopé par tous les outils d'aide à la décision. Parce que c'est en proximité. Vous comprenez, quand un élu, M. Chéreau le disait tout à l'heure, fait des remarques sur des travaux, etc., pourquoi est-ce que le collaborateur qui est là, face à ses clients, face à ses élus, ne prend pas lui-même la décision? Qu'est-ce qu'on va remonter, etc., etc. Ça, c'est effarant. Là, c'est l'ancien monde qui est comme ça. Dans le nouveau monde, c'est j'ai en face de moi quelqu'un qui peut prendre un certain nombre de décisions immédiates. Il est formé et équipé pour ça. Et pour revenir comment on manage les équipes, je vais vous dire, c'est pas de la simplicité. Je dis pas on les manage pas, on va les embarquer. On va les embarquer, parce qu'on va créer la confiance sur la vision qu'on a par rapport au cap qu'on s'est fixé. Ils ont confiance. Et là, je peux vous dire, ils vont marcher tout seuls et ils vont vous pousser. Premièrement. Et la deuxième chose, c'est répondre aux aspirations de toutes les nouvelles générations d'aujourd'hui, qui est d'être en capacité, d'être hyper informé, de ne pas être un simple maillon dans une chaîne, de pouvoir prendre des initiatives et de les équiper, de les accompagner à faire ce métier-là, dans cet esprit. Jean-Baptiste Dole, si vous voulez répondre à ce qui a été dit. Non, toujours pas. Question intéressante, Véronique Maumal, peut-être. Dans le contexte actuel marqué par les contraintes financières, est-ce qu'on ne risque pas de privilégier l'équilibre financier sur la mission sociale, qui est évidemment la question à 100 milliards de dollars? Les deux ne sont pas incompatibles. Voilà. Je ne vais pas... Nous devons, c'est ce que je disais en introduction, maintenir le cap de notre performance sociale tout en équilibrant, c'est ce que vous avez dit, on a besoin d'équilibrer nos résultats, on a besoin de continuer à développer, on a besoin de continuer à entretenir le parc. Et donc, il faut que nous trouvions chacun, avec les acteurs qui sont tous autour de la table, la manière de rendre compatibles les deux. Bien. Donc, ce n'est pas incompatible. On va conclure cette table ronde. Jérôme Barthélemy, je sens que vous êtes un homme de défi. J'ai un défi pour vous. Vous vous êtes fait siffler pendant votre introduction.
arriverez-vous à vous faire applaudir à l'issue de votre conclusion? Ma conclusion, je vais prendre un point qui vient d'être abordé à l'instant, parce qu'effectivement, alors, un des points les plus importants pour les entreprises, tous secteurs confondus, effectivement, et surtout actuellement, c'est l'engagement, en fait, faire en sorte que les gens soient engagés. Et ce que vous avez dit, c'est assez proche, finalement. Alors, la question qu'on se pose toujours dans l'entreprise, disons le lambda, on dit, est-ce que c'est une question d'argent, quoi? C'est le salaire et tout. Pas vraiment, en fait. L'aspect financier, l'aspect salaire, en fait, tant qu'on n'atteint pas un certain seuil, ça crispe les gens, ils sont focalisés là-dessus. Mais si on dépasse un seuil, disons, suffisant, il y a 3 éléments, et c'est ceux que vous avez donnés quasiment, vous en avez 2. Le premier, effectivement, il faut qu'il y ait une finalité, il faut qu'il y ait du sens. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je synthétise la recherche là, à grands traits. Deuxième point, c'est l'autonomie, en fait. Exactement ce que vous avez dit, il faut que les gens aient l'autonomie. Et troisième point, qui a été abordé peut-être un peu avant, c'est la maîtrise. Il faut que les gens aient l'impression, les collaborateurs, d'être en contrôle, de ne pas être sous pression, il faut qu'ils aient l'impression de maîtriser leur travail. Et c'est les 3 éléments les plus importants. Et ça, c'est vraiment le gros problème dans beaucoup d'entreprises. Il faut vraiment développer ces 3 éléments pour que les gens soient épanouis et, in fine, que l'entreprise se porte bien. Eh ben voilà, fin de cette table ronde. Merci infiniment. Vous pouvez applaudir chaleureusement les 6 intervenants maintenant. Pas seulement Jérôme Barthélemy. On se retrouve cet après-midi, 14h30, pour la remise des trophées, et puis ensuite le grand discours politique du ministre, de son remplaçant. À tout à l'heure.